Salut, c'est Steve, j'espère que tu as la forme. Alors je suis super content aujourd'hui, tu dois t'en douter, parce que j'ai choisi un super environnement. Je suis à Hautacam, je suis toujours dans la vallée des Gaves et j'ai fait une petite randonnée qui m'a amené, je suis à plus de 1500 mètres, je suis au niveau du lac d'Isabi. Il y a une super légende d'ailleurs, si vous voulez voir sur internet, c'est très très cool. Et voilà, la neige est super et justement je vais mettre mes lunettes parce que je suis un petit peu ébloui. Alors excusez-moi d'emblée si je garde mes lunettes pendant la vidéo, je sais que c'est pas très poli, mais j'en ai besoin parce que je vais avoir mal aux yeux juste après. Alors dans cette vidéo, ce que je te propose que l'on voit aujourd'hui, c'est pourquoi donner trop peut te détruire. Peut-être que tu es amené dans ton quotidien à être, tu sais, dans cette posture aidante, cette posture qui fait que ton énergie est allouée aux autres. Et c'est peut-être en lien avec ton activité principale. Je sais que beaucoup de personnes sont concernées par ce genre de problème. Et justement, on parle de burn-out du donneur. Le burn-out du donneur concerne justement les personnes qui ont des professions dans l'enseignement, dans tout ce qui est en lien avec le soin, les infirmières, les médecins, les thérapeutes, les psychologues, tous ceux qui sont en charge de s'occuper du mal-être des autres, d'apporter leur énergie pour offrir aux autres, pour rebooster les autres. Justement, au bout d'un moment, ça peut être particulièrement déstabilisant, voire néfaste pour l'équilibre. Et puis ça ne concerne pas non plus que les métiers, j'ai envie de dire les parents qui restent au foyer, les parents qui ont justement cette responsabilité illimitée qui est celle de garder les enfants, d'éduquer les enfants. C'est vraiment mal reconnu et pourtant c'est quelque chose d'essentiel dans notre société qui mériterait un petit peu plus de reconnaissance. Et justement, ce sont des postures, des places que l'on occupe et qui sont extrêmement énergivores. Alors justement, si tu te retrouves dans ce cas-là, dans la posture de celui qui donne beaucoup, qui existe parce qu'il donne, qui est reconnu parce qu'il est généreux en termes de temps, d'attention, de conseils, d'énergie, et justement, c'est quelque chose qui est très fréquent chez les personnes hypersensibles puisqu'elles sont très sensibles, très réceptives au mal-être des autres. Et donc par conséquent, quand tu es dans cette posture-là, bien, tu ne peux qu'absorber, si tu ne te protèges pas évidemment, le mal-être des autres et te transformer en éponge émotionnelle. C'est là où on parle particulièrement d'excès d'empathie, où particulièrement ici, l'empathie devient nocive puisque tu restes dans une posture passive. L'empathie te permet simplement de ressentir les affects des autres, de te sentir touché par ce qui se passe, donc tu es émotionnellement au courant de l'état émotionnel dans lequel se trouve la personne en face de toi. Ceci dit, c'est pas ça qui va aider la personne. Ce qui va aider la personne, c'est lorsque tu vas être beaucoup plus dans une dynamique de compassion, lorsque tu vas te mettre en action, lorsque tu vas développer des choses pour aider la personne à côté de toi. L'empathie, c'est simplement un ressenti. La compassion, elle, c'est la capacité à passer en action et de faire en sorte d'apporter de soi-même pour résoudre les problèmes des autres. Alors si tu t'aperçois que tu donnes trop, si tu t'aperçois que ta place est simplement caractérisée par le fait que tu sois vraiment généreux, au bout d'un moment, évidemment, ce modèle a des limites. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être généreux, loin de là, je pense que c'est une qualité qui devient de plus en plus rare dans notre société, mais au bout d'un moment, tu dois détecter des signes avant-coureurs. Tu dois détecter peut-être une plus grande irritabilité, une fatigue chronique qui s'installe, un épuisement émotionnel, une sorte de ras-le-bol de tout. Bien, dès que tu perçois ces signaux-là, c'est important. Ça veut dire qu'il va falloir t'arrêter, en tout cas il va falloir que tu prennes conscience qu'il y a un mécanisme, une dynamique qui va peut-être falloir modérer. Et donc pour cela, il va évidemment falloir prendre un petit peu de distance. Alors je vais te donner quelques stratégies pour te protéger émotionnellement des émotions des autres, mais si c'est toujours pas fait, j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, j'ai mis en place un quiz pour mesurer ton degré d'empathie, et donc si tu veux savoir à quel point tu es empathique, tu peux faire le quiz, c'est juste dans la description de la vidéo, c'est gratuit, tu as juste à indiquer ton mail et moi je te l'envoie dans les minutes qui suivent sur ta boîte mail. Alors, une des premières stratégies pour te protéger de cet excès d'empathie, c'est très classique, je ne vais rien t'apprendre, mais c'est pourtant essentiel, c'est d'apprendre à dire non avec bienveillance. Et ça, je sais que par moments, ça peut être très compliqué de dire non. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours donner une image positive de soi. On veut toujours être cette personne qui est un peu ce bon samaritain, qui a toujours les bons tuyaux, qui est toujours plein de conseils. Certes, peut-être que tu as les outils, peut-être que tu as les moyens pour aider les autres, mais à un moment, il ne faut pas te perdre dans cette dynamique-là. Il faut que tu apprennes aussi à délimiter et pour ça, ça demande vraiment une fine connaissance de son énergie et surtout de ses ressources. Donc pour vraiment connaître ta jauge de ressources, c'est un apprentissage. Il y a un moment où il va falloir que tu apprennes à dire non, à poser des limites, mais pas un non sec, un non bienveillant, un non qui ne va pas forcément fâcher ton entourage. Non!
En tout cas, il y a plusieurs manières de dire non. Et je pense que c'est en apprenant, en étant, tu sais, dans la pratique, que tu vas vraiment apprendre à afficher un non serein, un non qui ne blesse pas, un non qui ne te met pas mal à l'aise, mais au contraire, un non qui va être beaucoup plus respectueux de tes ressources à toi. Moi, si ça peut t'aider, hein, ce qui m'aide vraiment à dire non, c'est que je me place vraiment au premier plan. Ce non, c'est pas juste un non de refus, c'est un oui que je m'accorde à moi. Ce non, c'est une limite qui est juste là pour me protéger. Donc, évidemment, lorsque j'exprime ce non, ce n'est pas un non catégorique, ce n'est pas un non, aiguisé, un non froid. C'est simplement un non qui est justifié par le fait que je dois privilégier mes ressources à moi. Et ça, c'est incontestable et personne d'autre ne peut décider à ma place là où doivent être mes limites. C'est moi qui les mets. Ensuite, la deuxième stratégie pour te protéger de cet épuisement émotionnel, c'est de pratiquer l'autocompassion. Alors je sais, l'autocompassion, on le met à toutes les sauces, hein, c'est largement utilisé, mais en gros, moi je dirais que l'autocompassion, c'est simplement s'apporter soi-même ce qu'on est en mesure d'apporter aux autres. Eh bien, je ne sais pas si tu te rends compte, mais très souvent, nous sommes bien plus capables d'apporter énormément aux autres qu'à soi-même. Il suffit juste de regarder la manière dont tu fais tes repas lorsque tu es tout seul et la manière dont tu prépares un repas lorsqu'il y a du monde. Ça peut en dire long sur la manière dont tu te traites toi. Et ça demande de faire finement attention dans différents éléments du quotidien. Et il y a plein de situations où tu verras que tu déploies beaucoup plus d'énergie autour de toi pour donner une bonne image de toi, pour aussi avoir un retour satisfaisant, pour être validé par l'extérieur tout simplement, que pour toi-même. Et lorsque tu commences à porter attention pour toi-même, le degré d'attention que tu te portes, le degré d'investissement dans les efforts, dans le soin, dans l'attention que tu t'apportes, eh bien tu vas t'apercevoir que ça mériterait d'apporter beaucoup plus de temps, beaucoup plus de soins, beaucoup plus d'attention. Et ça, eh bien, on a pris souvent cette habitude, bien qu'on soit dans une société de plus en plus individualiste, mais à mettre ses besoins de côté et à privilégier toujours ceux des autres. Moi, j'ai envie de te dire qu'il n'y a rien d'égoïste à privilégier ses besoins. Bien au contraire, tu vas être beaucoup plus stable, avec beaucoup plus de ressources si tu prends davantage soin de toi. Et ça va vraiment te fortifier et ça va faire de toi une personne beaucoup plus aidante, mais surtout beaucoup plus équilibrée. Parce que je ne vois pas vraiment l'intérêt d'aider à volo partout autour de soi si c'est pour s'autodétruire. Et puis enfin, pour te protéger des énergies des autres qui peuvent vraiment être pompantes, il est absolument nécessaire que tu mettes en place des techniques pour recharger ton énergie émotionnelle. Alors ça, moi je le fais très souvent, ça passe par partir, marcher, seul, loin, pendant longtemps. Quand je dis longtemps, c'est une demi-journée, ça fait énormément de bien, ça ressource, ça apaise le mental aussi, parce que lorsque tu es en mouvement, ton corps il est dans une dynamique et pendant que ton corps il bouge, eh bien ton mental lui il a beaucoup moins d'espace pour turbiner dans tous les sens. Donc ça apaise ton mental et ça te permet vraiment d'être ancré, d'être beaucoup plus aligné et de faire taire les pensées envahissantes. Ça permet donc un meilleur réalignement et tout ça tu vas t'apercevoir que ça contribue à une bonne paix d'esprit. Le plus souvent on se sent chroniquement fatigué mais on n'est pas vraiment physiquement fatigué, on n'est pas suffisamment physiquement fatigué. Et retrouver cette fatigue physique va te permettre d'équilibrer justement cette activité du mental parce que la fatigue mentale est beaucoup plus épuisante par moment, évidemment, que la fatigue physique, en ce sens qu'elle est beaucoup plus pernicieuse. C'est-à-dire que tu ne vas pas récupérer comme ça d'un seul coup d'une fatigue mentale. Alors que pour la fatigue physique, évidemment, c'est quelque chose de progressif le repos, mais c'est quelque chose qui peut s'obtenir très rapidement avec une bonne alimentation, un bon sommeil et une bonne gestion des pensées. Vraiment, il faut vraiment prendre ça au sérieux. J'en parlais encore avec des amis hier à quel point l'omniprésence des écrans dans notre quotidien, avec plein d'émotions qu'on se prend en pleine poire et qu'on n'apprend pas à digérer et on accumule, tout ça, ça donne énormément de poids, de surcharge émotionnelle qui peut vraiment être extrêmement épuisant et néfaste pour votre équilibre psychologique. Ensuite, la deuxième chose, c'est très courant aussi, je ne vais rien apprendre de nouveau, mais c'est important de le signaler, c'est d'avoir un journal de décharge émotionnelle. Moi, je le fais tous les matins, ça m'apporte un bien-être, et en tout cas, ça me met dans un cadre. J'ai l'impression que, personnellement, ça m'appartient, mais le matin, quand je me lève, c'est un bazar sans nom dans ma tête. Même si je sais vraiment ce que j'ai à faire, le début de journée est toujours catastrophique. Et c'est comme ça. J'ai beau avoir une bonne hygiène de vie, mes débuts de journée sont toujours un brouhaha, un bruit intérieur, un méli-mélo.
et ça me prend beaucoup de temps. Et j'ai remarqué, et ça fait plusieurs mois que je fais ça, depuis que j'écris dans un journal qui me sert de décharge émotionnelle. Je ne cherche pas à faire de la grande littérature, hein, mais juste à décharger mes pensées envahissantes, sans essayer de construire des belles phrases. Eh bien, je m'aperçois que d'un côté, ça m'allège beaucoup, je sens beaucoup moins ce poids émotionnel, ma pensée est beaucoup plus claire et ça m'apporte un cadre invisible, un cadre intrinsèque dans ma journée et les choses filent beaucoup plus vite, je me disperse beaucoup moins. Voilà, c'est le mot que je cherchais pour qualifier mes débuts de journée, c'est que je suis extrêmement dispersé. Donc c'est vraiment important pour ça de se recadrer. Et puis un dernier conseil aussi pour rebooster son énergie émotionnelle, c'est d'avoir des relations sociales saines. Hein, des personnes non pas qui viennent puiser votre énergie, mais des personnes avec qui vous avez des échanges d'égal à égal, des personnes qui sont capables de vous écouter et des personnes que vous êtes capable d'écouter. Et c'est vraiment important de créer de l'équilibre entre les deux pour pas qu'il y en ait un qui se décharge plus que l'autre. Alors voilà, j'espère vraiment que tu auras retenu le message essentiel de cette vidéo, c'est de sortir de cette idée que tu peux sauver tout le monde. Tu peux exister sans avoir à sauver tout le monde. Et si tu te demandes pourquoi tu as toujours envie d'aider les autres, eh bien peut-être questionne-toi sur ta notion de légitimité, sur ton droit d'exister. Tu as peut-être le droit d'exister en te foutant la paix, en vivant ta vie, et puis je ne dis pas de te foutre du monde autour de toi, d'être négligent par rapport au monde autour de toi, mais simplement d'arrêter de faire ta priorité les besoins des autres. Je pense que les autres peuvent tout à fait exister, tout en sachant que toi, tu mènes ta barque tranquillement et que tu t'occupes de tes besoins. Ce qui n'exclut encore une fois pas le fait que tu peux venir en aide lorsque c'est explicitement demandé, mais tu n'as pas besoin d'exister en ayant forcément d'emblée une posture aidante, sauf si c'est ton métier évidemment. Et si c'est le cas, eh bien je t'invite dans ta vie sociale, hein, à côté de ton activité professionnelle, de privilégier les activités ressourçantes parce que tu as un métier qui est vraiment très coûteux en énergie émotionnelle. Alors tu dois te demander comment reconnaître quand on va trop loin. Moi je me le demande des fois. Il y a des fois je m'en aperçois un petit peu trop tard, mais l'important c'est vraiment de le remarquer. Quand tu t'aperçois que tu vas trop loin, tu commences, je te parle encore une fois de choses très personnelles, je sens mon corps qui se contracte. Je regarde mes mains, je vois que mes doigts sont agités, je vois que mes jambes s'agitent, je sens surtout mon ventre et mes intestins qui commencent à remuer, qui commencent à m'envoyer des signaux qu'il y a un stress, il y a quelque chose qui ne va pas. Il peut y avoir des céphalées aussi, des maux de tête, des serrages de dents. En tout cas, tous les signes physiques qui indiquent un malaise et qui indiquent que voilà, tu n'es plus vraiment sur ton axe. Alors maintenant, si tu le souhaites, je te donne un exercice. À chaque fois que tu te retrouves dans une situation critique comme ça, où tu sens que tu es un peu désaxé, où tu sens que peut-être que tu vas un petit peu trop loin, tu outrepasses tes limites, tu ne respectes pas forcément ton équilibre, eh bien tu peux te demander, même si c'est une personne qui est proche, est-ce que ce que je suis en train de faire est vraiment de ma responsabilité? Est-ce que c'est vraiment de ma responsabilité que de venir en aide pour répondre aux besoins de telle ou telle personne à côté de moi? Tu vas te poser la question progressivement et tu vas te rendre compte que ça va être beaucoup plus facile de privilégier ce qu'il y a à privilégier, c'est-à-dire toi, pour répondre, pour mettre de l'énergie là où il faut. Voilà, alors je pense que c'est tout pour cette vidéo. Moi, je dois me dépêcher de revenir pour revenir avant la tombée de la nuit à ma voiture. Si tu veux faire le test, eh bien sache qu'il est dans la description de la vidéo. Tu pourras mesurer ton degré d'empathie. Et puis les commentaires, évidemment, sont bienvenus dans la vidéo. Je serai très content de savoir comment toi, tu vis les choses de ton côté. Je te remercie et puis je te laisse sur ces quelques images. Je te dis à très vite.